Cette histoire s'intitule « Mon frère a dit, tu n'as pas de femme, pas d'enfant, pas de vie à Noël ». Pendant qu'il volait mon argent et que ma famille prenait son parti, mais 3 jours plus tard, il me suppliait, après que je leur ai tout fait perdre. Je n'aurais jamais pensé poster ici, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment besoin de vider mon sac. Ça va être long, et honnêtement, écrire tout ça va peut-être m'aider à digérer ce bazar. Moi, Antoine, 33 ans, j'ai grandi vraiment pauvre. Pas pauvre, genre pas le dernier iPhone. Genre vraiment pauvre, où tu manges du pain grillé au dîner et tu fais semblant que c'est normal. Le genre où tu apprends très jeune à éviter le propriétaire le premier du mois parce que maman a besoin de quelques jours de plus pour être payée. Ma maman bossait 2 boulots supérettes le matin, nettoyage de bureau le soir. Papa était mécano pas le genre, avec un vrai garage. Il réparait les voitures dans notre jardin au Black, disant toujours que le mois prochain, il aurait son diplôme. Le mois prochain, il ouvrirait un vrai garage. Ce mois prochain n'est jamais arrivé. Moi et mon frère Luc, on partageait une petite chambre dans notre maison de 2 pièces. Pas juste la chambre, le matelas aussi, jusqu'à mes 15 ans. Luc a 2 ans de plus, il détestait chaque seconde. Il traçait une ligne au marqueur sur le matelas et disait que j'avais intérêt à ne pas la franchir. Maman râlait pour le marqueur, mais on ne pouvait pas se payer un autre matelas, donc on le retournait. J'ai commencé à bosser dès que j'ai pu. Le jour de mes 14 ans, j'étais déjà chez McDo à remplir des candidatures. J'ai bossé chaque été, chaque week-end. L'école, c'était pas facile, notre quartier était pourri, les profs blasés des manuels des années 90. Mais j'étudiais quand même. La bibliothèque était devenue ma 2e maison, vu qu'on n'avait pas Internet chez nous. J'ai eu une place en IUT, tout en bossant à temps plein dans un entrepôt de nuit à charger des camions. Mes mains tremblaient tellement le matin en cours à cause de la fatigue, mais j'ai continué. J'ai appris à coder sur un vieux PC à la bibliothèque. J'ai eu ma première certification IT. Et c'est là que les histoires de famille ont commencé à partir de travers. Tout le monde avait quelque chose à dire. Regarde qui se prend pour meilleur que nous maintenant. Depuis quand il faut un ordinateur pour bosser? Le vrai travail, c'est avec les mains. Luc surtout détestait ça. Il disait que je voulais devenir quelqu'un que je n'étais pas. Puis j'ai eu mon premier vrai job dans la tech helpdesk. Rien de fou, mais le salaire, c'était plus que ce que mes parents ont jamais gagné ensemble. La première chose que j'ai faite, c'est emmener maman chez le dentiste. Elle traînait une dent pourrie depuis des années, elle ne pouvait s'acheter que de l'aspirine. J'ai aussi aidé à payer les factures et même payer le loyer à l'heure. C'est là que Luc et sa femme Sophie ont commencé à changer d'attitude. D'un coup, ils avaient besoin d'aide pour tout. Leur voiture en panne, même si Luc est censé être super mécano comme papa. Leur gamin avait besoin de fringues pour l'école. Leur frigo tombait en panne chaque semaine, toujours une urgence. Le gros coup, c'est quand ils ont voulu acheter une maison. Impossible pour eux d'avoir un crédit mauvais dossier, revenu irrégulier via la mécanique de Luc Sophie, boss à mi-temps à la crèche. Ils m'ont demandé de me porter garant. Avec le recul, j'aurais dû dire « Non, mais la famille, tu veux aider ». Donc, j'ai signé. J'ai même aidé pour l'apport, vu qu'ils n'avaient jamais rien économisé. Au début, ils faisaient semblant d'être reconnaissants, puis les remarques sont apparues. Chaque repas de famille, c'était un mélange bizarre de demandes d'argent et de rabaissement. « Tu te souviens quand tu portais mes fringues usées ?» lâchait Luc, juste après m'avoir demandé de le dépanner jusqu'au mois suivant. « Ça doit être sympa d'avoir tout cet argent pendant qu'on galère », disait Sophie, tout en portant des fringues neuves qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. C'est devenu pire quand j'ai été promu commencer à faire du vrai dev, à bien gagner ma vie. Je me suis acheté une voiture correcte, rien de luxueux, juste une Honda fiable. On aurait dit que j'avais acheté une Ferrari à les entendre. Apparemment, certains oublient d'où ils viennent. Sympa de gaspiller pendant que ta famille galère. Mais moi, j'ai jamais oublié d'où je venais. Comment j'aurais pu? Je les aidais encore chaque mois, je payais encore quand ils étaient à court, je réparais leur PC, j'aidais Luc avec la paperasse pour son business, qui était juste lui qui réparait dans l'allée comme papa. Mais pour eux, le fait que je réussisse, c'était comme si je les trahissais. Comme si sortir de la misère voulait dire que je me croyais meilleur qu'eux. C'est pas ça du tout. Je voulais juste autre chose, casser ce cercle qui se répétait depuis des générations. Papa disait « Reste à ta place ». Je crois qu'il voulait dire « Ne rêve pas trop haut ».
Mais moi j'ai compris que ma place, c'était pas là où je suis né. J'ai juste mis du temps à piger que changer de place, ça veut pas dire oublier d'où tu viens. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Camille à une conférence tech à Paris. J'ai failli pas y aller. Luc et Sophie avaient besoin d'argent pour les fournitures scolaires des gosses. Cette semaine-là, les conférences coûtent cher. Mais mon boss a insisté, la boîte payait tout. Camille faisait une présentation sur la sécurité des bases de données. Elle était encore plus calée que moi pour être honnête. On a discuté à la pause déjeuner. Elle avait grandi comme moi, papa ouvrier, maman femme de ménage IUT montée à la force du poignet. Première fois que je rencontrais quelqu'un qui comprenait vraiment. On a commencé à sortir ensemble et alors là, la famille a eu son mot à dire, surtout Sophie. Avant même d'avoir rencontré Camille, elle disait à tout le monde que je sortais avec une bourgeoise qui se croyait supérieure. Camille n'est pas riche. Elle gagne bien sa vie aujourd'hui, mais elle rembourse encore ses prêts étudiants. J'ai attendu presque 6 mois avant de la présenter à la famille. Je voulais être sûr. J'aurais dû attendre plus longtemps, franchement. C'était chez mes parents un dimanche classique. Camille avait préparé une tarte maison, appris que maman adorait la tarte aux pommes et avait passé son samedi à la faire. Mais dès qu'on est entré, l'ambiance était glaciale. Sophie ne regardait même pas Camille. Elle parlait d'elle comme si elle était absente. Ah, c'est elle qui croit qu'elle est trop bien pour faire ses courses à Carrefour? Camille n'a jamais dit ça. Elle fait ses courses à Monoprix, c'est pas le luxe non plus. Ma maman essayait d'être gentille, mais on voyait qu'elle était mal à l'aise. Papa restait silencieux. C'était pire encore. Luc enchaînait les petites piques sur les gens de la ville, qui ne connaissent pas le vrai travail. Camille a géré ça super bien. Elle a essayé de parler l'enfant avec Sophie, a proposé d'aider en cuisine, a demandé à papa la mécanique. Mais ils l'ont ignoré. Ça a vraiment dérapé quand Sophie a remarqué la bague de Camille. Ah oui, j'ai oublié de dire, je l'avais demandé en mariage la semaine d'avant. Rien de clinquant, on a choisi la bague ensemble, juste une fine alliance en or blanc avec un petit diamant. Camille ne voulait rien de tape à l'œil, elle bosse beaucoup avec ses mains. Sophie l'a vue et a pété un câble au milieu du dîner. Ah voilà pourquoi il n'aide plus la famille, il s'est trouvé une croqueuse d'or. Elle doit avoir des gouttes de goût de luxe, c'est là que part tout l'argent. Les mains de Camille tremblaient, mais elle laisse rester calme. Maman fixait son assiette, comme d'habitude, quand l'ambiance est tendue. Luc rigolait, papa m'a regardé. On dirait que t'as vraiment oublié d'où tu viens. J'ai essayé d'expliquer que je les aidais encore. J'avais littéralement payé leur facture d'électricité ce mois-là, mais Sophie s'est mise à pleurer, disant que j'avais changé, que Camille m'éloignait de la famille. On est parti tôt. Camille a pleuré dans la voiture, pas à cause de ce qu'ils ont dit sur elle, mais parce qu'elle se sentait coupable d'avoir créé des problèmes. Ça m'a blessé plus que tout ce qu'ils ont pu dire. Après ça, c'est devenu vraiment bizarre. Sophie postait des trucs vagues sur Facebook à propos de gens faux et de traîtres familiaux. Luc disait à tout le monde que je me prenais pour trop bien pour la famille. Chaque fois que je les aidais financièrement, ce qui arrivait encore souvent, ils arrivaient à déformer ça en mode « il veut se la péter ». Le plus fou, c'est que je continuais à garantir leur crédit, à payer les factures, à réparer leurs ordis, à faire leurs impôts, tout ça. Mais parce que j'avais Camille, que je ne consacrais plus 100% de mon temps et de mon argent à eux, j'étais soudain devenu le méchant. Camille a proposé une thérapie familiale une fois. Sophie a pondu un pavé sur Facebook contre les riches qui croient réparer tout avec la thérapie. On n'était même pas riches, on bossait tous les deux à temps plein appartement normal, mais pour eux, ne pas galérer chaque mois, c'était presque être millionnaire. Avec le recul, j'aurais dû voir venir. Leur façon de demander mon planning de boulot, l'air de rien, comme si c'était juste pour discuter. L'intérêt soudain pour nos voyages, comme s'ils planifiaient leurs vacances autour. Les questions sur mes comptes bancaires, soi-disant, par curiosité, quand je les aidais avec la paperasse, mais on veut pas croire que sa propre famille pourrait faire un sale coup. Puis d'un coup, en mars, papa a eu un diagnostic cancer du pancréas stade 4. Le médecin lui donnait 6 mois, il a tenu sept. Pendant toute sa maladie, Luc et Sophie étaient obsédés par ses affaires. Papa avait une mauvaise journée de chimio et eux étaient au garage à trier ses outils ou à fouiller dans la paperasse, à demander sur ses comptes, son assurance vie, tout ça. Je payais une grosse partie des frais médicaux. L'assurance couvrait un peu, mais il y a toujours des suppléments médicaments spéciaux matos à la maison essence pour les allers-retours à l'hôpital. J'ai jamais dit non quand il demandait de l'argent pour papa.
J'ai même pas compté combien j'ai envoyé. Sophie a lancé un GoFundMe pour les soins de papa, récolté 15 000 € auprès de la famille et des amis des anciens clients de papa. J'ai appris plus tard qu'ils avaient utilisé cet argent pour rénover leur cuisine. Ils disaient que c'était pour que la famille soit à l'aise que papa aurait voulu ça. Sérieux qui fait ça? Papa a impiré vite en octobre, il était en soins palliatifs. Luc et Sophie parlaient déjà de l'héritage comme si papa n'était pas là. On devrait préparer le garage pour la vente, ou ces outils valent cher. Papa les entendait, il fermait les yeux pour faire semblant de dormir. Il est décédé peu après. J'ai eu si froid. Perdre son père, c'est la pire sensation. En décembre, maman a insisté pour qu'on vienne tous à Noël le 1er, sans papa. Camille était stressée d'y aller. L'ambiance était tendue depuis nos fiançailles, mais je pensais que la mort de papa aurait pu rapprocher tout le monde, leur faire réaliser l'essentiel. On est arrivé pile à l'heure. Cadeau pour tout le monde, même si on était juste après les frais médicaux. Camille avait fait sa fameuse tarte aux pommes maison. Dès qu'on est entré, on a senti que quelque chose clochait. Silence total, regard fuyant. Sophie affichait un sourire bizarre. Luc ne me regardait même pas. Le seul qui nous a accueillis, c'était mon neveu Théo, le fils aîné de Luc 12 ans, super futé. Il voulait me montrer un projet de code qu'il faisait à l'école, tout excité. « Tonton Antoine, regarde ce que j'ai fait, c'est comme ton boulot. » Mais Luc l'a tiré en arrière. « Ne dérange pas ton oncle avec tes trucs d'ordinateur. Il est sûrement trop occupé à être important. » Le visage de Théo s'est décomposé, il est parti jouer dans son coin. Luc m'a lancé un regard noir, comme si même mon neveu me parlait, était une trahison. Ça aurait dû m'alerter. Ma maman m'a pris dans ses bras, mais c'était forcé. Elle a à peine salué Camille, juste pris la tarte, puis disparu en cuisine. On s'est assis au salon, personne n'a parlé pendant 5 minutes. Silence pesant. Enfin, Luc s'est raclé la gorge, genre théâtral, et dit « On doit parler affaires de famille. » Camille se lève polie. « Je devrais peut-être vous laisser en famille. » Mais Sophie coupe voix faussement douce. « Non Camille, surtout reste, tu dois entendre ça. Puisque tu t'intéressais tant à notre argent familial. » Hein? Sa façon de le dire m'a glacé. Qu'est-ce qu'il se passe? Ai-je demandé déjà, avec un mauvais pressentiment. Luc se penche sérieux. Pendant que papa était malade, on a dû prendre des décisions pour la famille. Quelle décision? Sophie saute sur l'occasion, toujours avec sa voix mielleuse. Ton frère a fait ce qu'il fallait. On a utilisé la procuration pour mettre tout au nom de Luc. La maison, le garage, les économies de papa. Elle s'arrête, me scrute. Tout. Mais, quoi? Ta part aussi, dit Luc sans me regarder. Tout a été transféré. C'est fait. Je restais là choqué. L'héritage que papa m'avait expressément réservé, tout envolé. Vous pouvez pas... Ai-je commencé? C'est déjà fait? Tranche Sophie, laissant tomber le ton mielleux. Et c'est parfaitement légal. La famille passe avant tout. T'as pas besoin de cet argent de toute façon. J'ai demandé des explications. Sophie a fait la plupart du discours voix de maîtresse à un enfant. On a une famille à nourrir, des factures à payer. Ton père comprenait que la famille passe avant tout, pas comme toi avec ta vie d'égoïste célibataire. J'ai dit que j'étais pas célibataire, j'étais fiancé à Camille. Grosse erreur. Sophie s'est tournée vers Camille, regard de haine. Oh oui, la croqueuse d'or. Tu t'es trouvé un bon parti, hein? T'as sûrement réussi à lui faire abandonner sa famille. Tu profites bien de tout cet argent de la tech. Camille a voulu se défendre, mais Luc l'a coupé. On connaît ton genre venir de rien et croire que t'es meilleur parce que t'as fait des études. Vous avez tous les deux oublié d'où vous venez. Maman fixait ses mains. Je lui ai demandé si elle était au courant. Elle a hoché la tête. Ils en avaient plus besoin que toi. Tu as ton boulot, ton argent, eux, ils ont des enfants. J'ai rappelé tout l'argent que j'avais envoyé, les factures médicales, les fois où j'avais aidé pour le crédit. Sophie a rigolé. Tu crois que nous filer de la petite monnaie fait de toi un héros? On mérite cet argent, nous, on est la vraie famille. Pas un geek prétentieux qui se croit meilleur que nous. Puis ils se sont acharnés sur Camille, disant qu'elle me trompait sûrement, qu'elle voulait juste mon argent, qu'elle nous méprisait, parce qu'on était simple. Camille encaissait, mais ses mains tremblaient. Je me suis levé.
Sophie s'est mise à pleurer, disant que j'abandonnais la famille à Noël. Luc m'a traité d'ingrat. Maman a fini par dire « Si tu pars maintenant, ne reviens plus. » On est parti. Camille s'est effondré dans la voiture comme toujours en se sentant coupable. J'ai dû m'arrêter trop en colère pour conduire. De retour chez moi, j'ai tout vérifié. Mes comptes, ceux de papa, les titres de propriété. Ils avaient tout planifié depuis des mois, utilisé la maladie de papa pour tout transférer, même pris des crédits à mon nom. Mon téléphone explosait de textos. Luc me disant d'accepter Sophie, m'envoyant des pavés sur comment je détruisais la famille et maman, envoyant des emojis tristes. Vraiment mature pour des trentenaires. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je travaille dans l'informatique, je sais tout documenter. Chaque prêt, chaque facture, chaque fois qu'ils m'ont demandé de l'argent, j'avais tout en dossier. Il était temps de leur montrer ce qu'est une vraie famille. J'ai appelé la banque. Quand tu déclares un vol d'identité, ils sont très attentifs. 6 heures au téléphone à expliquer la même galère à chaque service. La conseillère m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit que je devais vérifier encore. Luc et Sophie devaient croire qu'ils avaient gagné. Je faisais semblant, je ne bloquais pas leur numéro, je répondais vaguement aux textos de maman comme si je songeais à faire la paix. Pendant ce temps, je creusais dans chaque mail relevé transaction. J'ai tout remonté. C'est là que j'ai mesuré l'ampleur du désastre. Ils ouvraient des cartes de crédit à mon nom depuis des mois, convainquant la banque qu'ils m'aidaient à gérer mes finances. Camille a été la première à repérer des débits bizarres, petits au début, puis plus gros électroménager meubles, même un voyage à Disney World. Tout ça pendant qu'ils jouaient des victimes. Mais la maison, c'était de pire. Comme j'étais égarant, ils utilisaient mes noms pour des prêts supplémentaires. La maison valait peut-être 180 000 €, mais ils avaient plus de 250 000 € de crédit dessus à mon nom, pour la plupart grâce à mon bon dossier. Quand j'ai appelé la banque, j'ai appris qu'aucun vrai remboursement n'avait été fait depuis presque 1 an. Ils utilisaient mon héritage pour payer le strict minimum, tout en s'endettant plus comme une pyramide de Ponzi. Puis, je me suis souvenu d'une clause dans le contrat de garantie s'ils rataient trop de paiements, je pouvais légalement reprendre la propriété. Autant dire que Luc et Sophie n'avaient jamais lu les petites lignes. Pendant que je rassemblais tout ça, les textos continuaient. Sophie envoyait des sermons sur la loyauté familiale. Luc me menaçait à demi-mot. Maman jouait la mère déçue, me traitant de méchant parce que je voulais récupérer mon argent volé. Camille a trouvé leur post sur Facebook. Sophie écrivait des tartines sur comment l'argent m'avait changé, comment j'avais oublié mes racines, alors que sa photo de profil la montrait avec un sac à 500 € acheté avec une carte à mon nom. Là, je suis passé en mode expert comptable. J'ai tout compilé, signature falsifiée, demande de prêt, bidon chaque euro volé dans un dossier appelé « Business familial ». Camille disait que le nom était mesquin. Pas faux. Plus je creusais, pire c'était. Ils n'avaient pas juste volé mon héritage, ils l'utilisaient comme garantie pour de nouveaux prêts. 2e, 3e hypothèque. Cartes magasin, tentative de crédit auto, refusée heureusement. Ils racontaient des mensonges partout à l'église. Ils vantaient des promotions à leurs amis. Un oncle disparu leur aurait laissé de l'argent à l'école des enfants. Ils jouaient les entrepreneurs à succès. Tout venait de mon argent volé. Le papa de Camille, comptable à la retraite, a regardé mon dossier et a juste secoué la tête. Ils ne savent pas ce qu'ils ont lancé. Il m'a aidé à monter un plan pas pour la vengeance. C'est émotionnel, il fallait être précis. Je n'ai pas fui direct à la police, trop facile. Il fallait qu'ils se croient intouchables. J'ai continué à répondre aux textos de maman derrière, je détruisais leur monde. J'ai attendu les laisser prendre un dernier prêt à la consommation à mon nom, juste avant de tout remettre à mon avocat. Ce prêt, c'est celui qui a tout fait sauter. La seconde où la banque a vu les fraudes documents faux, tout a été gelé. Luc et Sophie n'ont pas dû comprendre, de suite trop occupés à fêter leur arnaque. Mais ce prêt a déclenché des alertes, c'était la goutte pour la banque. Quand ils ont voulu retirer l'argent, tout s'est bloqué. C'était le meilleur pas seulement reprendre ce qui m'appartenait, mais leur couper l'herbe sous le pied sans qu'ils voient en venir. Quand Luc et Sophie ont compris que je contestais tous les crédits et prêts, ils ont vrillé. Mon téléphone a explosé de textos d'appels, même des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Sophie a fait un scandale sur Facebook,
disant que je détruisais leur famille, postant des photos de ses enfants, racontant que leur oncle voulait les rendre SDF, que j'étais jaloux de leur succès bâti sur mon argent. Mais ça, elle le disait pas. Luc a fait pire, il venait traîner sur mon lieu de travail, restait dans le parking à m'observer. Mes collègues l'ont remarqué, j'ai dû expliquer à mon boss pourquoi mon frère traînait là. Super gênant. Ils ont même raconté aux gens que j'étais drogué, que Camille me manipulait, que je retournais la famille. Certains ont cru, j'ai reçu des messages d'anciens amis de la famille. Prends soin de toi, rappelle-toi d'où tu viens. Maman, elle postait de vieilles photos légendées sur comment l'argent change les gens, à quel point c'est triste que son fils trahisse son sang. Quand j'ai voulu lui montrer les preuves, elle ne voulait pas regarder, répétait juste « Mais ils ont des enfants ». Comme si ça excusait le vol. La banque a commencé à saisir leur maison, tous les crédits tombaient à échéance, et surprise, ils ne pouvaient pas payer. Sophie me harcelait à 3 heures du matin, insultant Camille sur le répondeur. « Tu l'as retourné contre nous, sale crevure, tu ne t'en sortiras pas. » Comme si Camille était responsable de leurs impayés. Elle a même débarqué sur le lieu de travail de Camille hurlant dans le parking que Camille avait volé son frère, détruit la famille. La sécurité a dû la sortir. Camille tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas conduire. Le pire, c'est qu'ils ont osé s'introduire chez nous en plein jour alors qu'on bossait. Ils ont utilisé la clé de secours que maman leur avait donnée. Elle l'a juste filée parce qu'ils disaient avoir besoin de récupérer quelque chose d'important. Merci maman. Ils ont saccagé la maison, pas comme des cambrioleurs, c'était personnel. Photos déchirées, cadres brisés, javel sur les fringues de Camille, ordinateur pro balancé dans la baignoire. Un mot sur la table. Maintenant, tu sais ce que ça fait de tout perdre. J'ai appelé la police changée, toutes les serrures, installé des caméras. Camille avait peur d'être seule à la maison, a commencé à bosser à domicile, elle ne leur faisait plus confiance. Leurs amis aussi nous harcelaient, alertés par Sophie, appels anonymes, insultes. Même une copine de l'église a gueulé devant la maison sur la loyauté familiale. J'ai reçu un long mail de Luc pour se justifier. Tu as abandonné la famille, tu nous méprises parce qu'on n'a pas réussi, tu mérites qu'on te prenne ton héritage parce que tu ne valorises pas la famille. Ironique venant d'un mec qui vole son propre frère. Camille voulait déménager, fuir tout ça, mais ça aurait été leur donner raison. Ils m'avaient déjà pris mon héritage, ma relation avec maman, le sentiment d'avoir une famille. Je n'allais pas leur laisser la maison. J'ai dû appeler mon avocat. Je lui ai toutes montré photos de l'effraction post-menace. Il a juste dit « Ils t'ont tout donné pour les coincer ». Leur folie a facilité la tâche légale. Fini de jouer gentil. Mon avocat n'a pas traîné, il a tout pris et déposé des requêtes d'urgence au tribunal fraude, vol d'identité et fraction. Tout le package, même une ordonnance d'éloignement contre Luc et Sophie. Au tribunal, le juge a vu les preuves, a tout stoppé net. Les larmes de Sophie et le plaidoyer du pauvre avocat n'ont pas marché. Maman est restée sous le choc, surtout en voyant les faux documents. Je crois qu'elle a enfin compris. Le juge a ordonné qu'il me rembourse tout gelé leur compte, saisi sur salaire. J'ai eu le droit d'acheter la maison, vu que j'étais garant. Sophie a hurlé pour ses enfants. Luc s'est mis à crier que j'avais toujours méprisé la famille, que je me prenais pour meilleur à cause de mon boulot tech, que je faisais le malin parce que j'étais sorti du quartier. Il était rouge, me pointait du doigt. « Tu restes ce gamin pauvre qui partageait mon matelas, t'es pas meilleur que moi. » D'habitude, je dis rien, mais là j'ai craqué. « Tu as raison Luc, je suis meilleur que toi. Pas pour mon boulot ou mon argent, mais parce que moi, je vole pas mon propre frère. Moi, j'ai bossé pour ce que j'ai pas pris à d'autres. Donc oui, je suis meilleur que toi. » Il a essayé de sauter par-dessus la barrière pour m'atteindre. Les agents l'ont sorti alors qu'il hurlait des menaces. Même son avocat avait honte, réalisant que la famille en difficulté, c'était du flanc. C'était la dernière fois que j'ai vu Luc en vrai. Franchement, tant mieux. 3 mois ont passé depuis le procès. La vie est différente maintenant. Camille et moi, on a déménagé dans un autre quartier et changé de numéro de mail caméra partout. On ne se sent pas encore totalement en sécurité. La maison de Luc et Sophie, je l'ai achetée à la vente aux enchères, pas par envie. Elle a besoin de travaux après le carnage, mais je savais qu'ils comptaient la faire racheter par les parents de Sophie pour y rester. Leur tête, quand j'ai remporté l'enchère, ça valait presque tout ce stress. Maintenant, je la loue à une famille sympa,
qui rénove la maison mieux que Luc et Sophie ne l'ont jamais fait. J'ai ajouté au bail que Luc et Sophie ne pourront jamais y vivre. Sophie continue à poster sur moi en ligne. Son histoire change selon les gens. Je suis parfois le vilain riche, parfois la marionnette manipulée par Camille. La semaine dernière, elle disait à des gens que je faisais partie d'un complot bancaire et gouvernemental. Elle devient créative dans le mensonge. Luc a perdu son boulot de mécano après le procès. Le patron voulait pas d'un mec condamné pour fraude sur les voitures clients. Maintenant, il bosse dans un entrepôt, il se plaint à qui veut l'entendre que j'ai ruiné sa carrière comme si c'était moi qui l'avais forcé à voler. Leurs enfants, c'est le seul point triste. Mes neveux et nièces ne me parlent plus. Sophie et Luc leur ont dit que c'est à cause de moi qu'ils ont dû quitter la maison, changer d'école, tout perdre. Imagine dire à tes enfants que leur oncle est le méchant parce qu'il t'a empêché de le voler. Maman joue sur les deux tableaux. M'appelle parfois en pleurant, disant que la famille est détruite, qu'elle veut que tout le monde s'entende, puis poste sur Facebook qu'elle prie pour que Luc et Sophie sortent de la galère comme si c'étaient des victimes. J'ai arrêté de répondre. La famille de Camille a été géniale pendant tout ça. Ses parents nous invitent chaque dimanche. Son père m'a aidé à installer toutes les caméras, organiser les démarches légales. Sa maman m'apprend leurs recettes. Elle dit que je suis le fils qu'ils n'ont jamais eu. C'est agréable. Mais parfois, ça me fait regretter ce que je croyais avoir avec ma propre famille. J'ai été promu au boulot le mois dernier. Quand tu n'as plus de drame familial à gérer, ni d'argent à donner, tu peux enfin te concentrer sur ta carrière. Camille et moi préparons notre mariage pour le printemps prochain, petite cérémonie, juste sa famille et quelques amis proches. Pas de drame, pas de chantage émotionnel, pas de Sophie en larmes parce qu'on exclut la famille. Certains collègues ont appris l'histoire à cause des posts de Sophie, m'ont demandé si je me sentais coupable d'avoir ruiné la vie de mon frère. J'ai répondu que Luc et Sophie ont ruiné leur propre vie, moi j'ai juste fait en sorte qu'ils assument les conséquences. L'argent lui est quasiment perdu. Même avec la saisie sur salaire et la revente de tout ce qu'ils ont acheté, je reverrai jamais la plupart de ce qu'ils ont volé. Mais franchement, je m'en fiche. Ce qui me gêne, c'est de voir à quel point ils ont jeté notre relation pour la cupidité. Le plus dingue, c'est que s'ils avaient demandé de l'aide au lieu de voler, je les aurais sûrement aidés. Pas à tout payer, mais assez pour s'en sortir. C'est ça la vraie famille. Mais ils ne voulaient pas d'aide, ils voulaient tout avoir par jalousie. J'ai reçu une lettre de Luc la semaine dernière, il a juste écrit « Tu viens de rien et tu resteras toujours rien ». Ça m'a fait rire. Oui, je viens de rien, j'ai tout bâti à partir de rien, et quand ils ont essayé de tout me prendre, j'ai tout reconstruit encore à partir de rien. C'est ça la différence entre nous. Moi, je sais bâtir. Eux, ils savent juste prendre. L'autre soir, Camille m'a dit « Tu devrais tourner la page, ils ne méritent pas ta la place qu'ils prennent dans ta tête. » J'y ai pensé une seconde, puis j'ai souri. Je l'ai déjà tourné. Mais j'oublie pas. Parce que c'est ça le truc. Peut-être que je resterai, peut-être que je partirai. Mais où que j'aille, c'est moi qui ai bâti, et plus jamais je ne laisserai qui que ce soit me voler ça. Merci à vous d'avoir lu. Edit 1. Beaucoup demandent. Théo a gagné ce concours de code à l'école, j'ai appris par son prof, qui me suit sur LinkedIn. Évidemment, j'ai payé anonymement. Mais maintenant, pour qu'il puisse aller en stage de code cet été. Edit 2. La maison est louée à une famille jeune et adorable. Il la retape de mieux que Luc et Sophie ne l'ont jamais fait. Dernier édit. Pour tous ceux qui disent « La famille », c'est la famille, il faut pardonner. Vous pardonneriez à quelqu'un qui vous a volé 400 000 € et tenté de détruire votre vie juste parce que vous avez l'ADN en commun? Ouais, je pense pas.